Il est vraiment regrettable que Raphaël Enthoven soit parti, parce qu'il nous a apporté la contradiction, dit-il. En fait, il est venu nous débiter un catéchisme néo-totalitaire. Et j'aurais bien aimé pouvoir lui dire en face que les gens qui parlent d'irréversibilité, on a entendu ça à plusieurs périodes dans l'histoire. D'ailleurs, c'était souvent au moment de l'effondrement des systèmes qui se disaient irréversibles. Les credos désuets. Si vous aviez demandé à des chrétiens en Union soviétique, oui, on leur disait que leur credo était désuet. Aujourd'hui, on sait ce qu'il est advenu du régime qui leur disait ça. Ce qui m'a le plus étonné de la part d'un professeur de philosophie, certainement fort estimable, c'est quand il nous a expliqué que l'identité, ça n'existe pas. Alors oui, c'est vrai, j'ai fait des études de philosophie classique et j'ai appris que le principe d'identité était fondateur. S'il n'y a pas d'identité, il n'y a pas de logique. S'il n'y a pas de logique, il n'y a pas de pensée. Et on peut nous raconter tout ce qu'on veut, mais si vous expliquez que A et B, eh ben c'est le début des désastres. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu faire la philosophie allemande depuis le XIXe siècle, et ça a engendré tous les totalitarismes. Alors, pas de principe d'identité, pas d'identité. Monsieur le philosophe, quand même, il ne faudrait pas nous prendre pour des incultes. Il ne faudrait pas nous prendre pour cette France que, au fond, vous méprisez. D'ailleurs, quand elle s'est soulevée l'année dernière, le régime que vous soutenez a eu comme toute réponse des matraques. Alors, vous avez voulu... Monsieur le philosophe, vous avez voulu nous matraquer de mots et de beaucoup d'impostures. Je voudrais simplement vous renvoyer une image. Richard Ferrand à l'Assemblée, est-ce que c'est ça les libertés individuelles dont vous parlez quand l'état de droit n'est plus respecté ? Je reviens sur Enthoven parce que j'avais prévu de vous parler de liberté et d'histoire. Et qu'il nous a dit, vous n'avez plus d'histoire, vous n'avez plus d'avenir. Donc vous n'avez plus de liberté, c'est fini tout ça. Eh bien, rappelons-nous, c'était il y a 30 ans. La Hongrie avait ouvert sa frontière avec l'Autriche pour laisser passer les milliers d'Allemands qui voulaient définitivement quitter la RDA. Nous ne pouvions pas deviner que 42 jours plus tard, le mur de Berlin allait s'effondrer. Je suis sûr qu'à Berlin-Est, il y avait des gens qui disaient que c'était irréversible, la RDA. Et 42 jours plus tard, elle s'est effondrée. C'est ça, l'histoire. L'histoire, c'est la liberté. Et je crois qu'il faut nous en souvenir. Alors, effectivement, il s'est passé quelque chose de très regrettable à l'ouest de l'Europe. Nous avons vu les nations se libérer, nous avons vu que la liberté était revenue parce qu'il y avait des collectifs qui n'acceptaient pas l'idéologie, qui n'acceptaient pas un empire, et pourtant nous en avons tiré des conclusions tout à fait opposées. Nous nous sommes dit que les nations c'était fini, qu'il fallait tourner la page. Nous nous sommes dit qu'il fallait absolument continuer sur une trajectoire qui avait été celle d'avant. Alors, je sais bien, Enthoven, il est le fils de tout ça, il nous a expliqué que nous étions grégaires. Je voudrais qu'on explique aux Polonais, aux Hongrois des années 80 qu'ils étaient grégaires. Je voudrais qu'on explique aujourd'hui aux Polonais, aux Hongrois d'aujourd'hui qui refusent un ordre européen néo-totalitaire ou une immigration forcée, qu'ils sont grégaires. Non, ce sont des êtres libres, mais on n'est libre que dans une nation. Alors, ça peut vous étonner, à l'époque, à la fin des années 80, je militais à l'UDF. Et Charles Millon, ici présent, vous évoquerait mieux que moi cette force politique. Je crois qu'on a complètement oublié qu'à l'époque, on y trouvait Philippe de Villiers, aussi bien que François Bayrou, que Christine Boutin y avait sa place, ou que le très libéral Alain Madelin pouvait cohabiter avec des démocrates chrétiens soucieux de préserver une part d'État-providence.
À l'UDF comme au RPR de cette époque, on pouvait débattre dans une grande liberté d'esprit. Et tout ça, c'est un monde révolu. Il faudra un jour écrire l'histoire de cette droite post-gaulliste et de la manière dont elle a progressivement perdu son âme. Le RPR aussi était fait de diversité. Philippe Séguin pouvait cohabiter avec Alain Juppé. Mais les partis de naguère ont de moins en moins toléré le débat. Ils ont adhéré à une forme de pensée unique, puis ils se sont fendus en un seul parti au détriment du débat d'idées et de l'adhésion à des politiques de liberté. À vrai dire, on est stupéfait de voir comme tout cela a basculé vite. Au lieu d'accueillir immédiatement les peuples libérés de l'Est dans une communauté européenne où l'on aurait profité de leur créativité institutionnelle, on a entamé de lentes négociations fondées sur des critères bureaucratiques qui ont abouti une quinzaine d'années plus tard à faire entrer certains peuples européens et pas d'autres dans la nouvelle Union européenne, au mépris du combat commun que tous, à l'Est de l'Europe, avaient mené contre le communisme. Nous avons créé une Union européenne qui empile les directives bureaucratiques pour ne pas avoir à se poser des questions politiques. Nous avons créé une zone euro où on a l'arrogance de parler de monnaie européenne, alors que ça n'en est pas une. L'euro n'est pas une monnaie européenne. C'est un mensonge. Nous refusons de la création de dettes en obligations européennes et nous rejetons, malgré les excédents commerciaux, la perspective de transfert des régions les plus riches vers les régions les plus pauvres. Nous prétendons en même temps, puisque les bureaucraties ne sont jamais à une contradiction près, qu'à l'ère numérique, l'allocation du crédit, elle est mieux décidée d'un lieu unique pour toute l'Europe monétaire qu'au plus près des entrepreneurs et des consommateurs. Autant dire que nous autres Européens, nous sommes entrés dans la révolution industrielle de l'ère numérique, des biotechnologies et de l'intelligence artificielle avec un boulet à chaque pied. Alors, il ne s'agit pas de multiplier la liste des décisions prises par l'Europe à contresens de l'histoire dans les 30 ans qui ont conduit le mur de Berlin, qui ont suivi la chute du mur de Berlin, mais de faire ce constat sans appel. Notre continent risque de sortir définitivement de l'histoire dans les années et dans les décennies qui viennent si nous continuons avec une telle méthode. Alors, je vous demande de ne pas mettre la musique parce que l'orateur précédent n'y a pas eu droit. Et j'ai presque fini. Le choix que j'ai fait moi-même il y a 30 ans, et je voulais rappeler cet anniversaire de la chute du mur de Berlin, parce que c'est dans quelques mois, c'est dans quelques semaines, il faut que nous lui redonnions un sens. Le choix que j'ai fait, c'est le choix du réel. J'ai compris en 1989, quels qu'aient été mes engagements politiques, que c'est le général de Gaulle qui avait raison contre Jacques Delors, que c'était les nations qui étaient porteuses et protectrices de la liberté, que c'est dans les nations, avec leur histoire, leur mémoire, leur créativité, leur diversité sociale, que nous trouvons la meilleure protection contre les totalitarismes plus ou moins violents qui nous menacent à chaque génération. L'exaltation des libertés individuelles en dehors du cadre national aboutit toujours à la tyrannie des puissants et des plus riches. L'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du renforcement continu de ces nations, creuset de la démocratie et de la protection efficace des individus. Les empires n'ont pas d'histoire. Raphaël Enthoven est un philosophe d'empire. Ça n'est pas un philosophe de la liberté. Plus le temps passe, plus les empires se figent dans l'immobilité, tuent l'innovation, étouffent la liberté d'expression. C'est d'ailleurs très significatif que Guy Verhofstadt soit allé expliquer aux Britanniques qu'ils n'avaient aucune chance pour l'avenir puisqu'ils n'étaient pas dans un empire où ils voulaient sortir d'un empire. Heureusement, et je vais conclure là-dessus, rassurez-vous, les peuples d'Europe se réveillent. Les démocraties fondées sur le renversement du communisme il y a une génération, d'abord, Hongrie, Pologne, République tchèque et bien d'autres, qui ne voudraient pas avoir troqué une prison des peuples pour une autre. Le courageux peuple britannique aussi, auquel nous devons rendre hommage. En ce moment se joue là-bas, de l'autre côté de la Manche, une partie décisive entre les impériaux et les nationaux. Et je suis convaincu qu'elle va tourner à l'avantage de ceux qui défendent la liberté et la souveraineté et l'indépendance du Royaume-Uni. Le courageux peuple italien, dont une partie des élites, à l'image de ce qui se passe en Grande-Bretagne, essaie à tout prix d'empêcher des élections qui tourneraient à leur désavantage. Et nous, Français, où en sommes-nous? Le mouvement des Gilets jaunes a bien montré que nous sommes travaillés par les mêmes forces de liberté qu'ailleurs.
Mais nous savons aussi qu'ils sont trop peu nombreux, à la différence d'autres pays, ceux qui, dans les milieux dirigeants, regardent avec lucidité le déclassement de notre pays, l'immense gâchis que représentent des décisions économiques, politiques, sociales, prises quasi systématiquement au détriment des plus pauvres, de ceux qui sont le plus éloignés des centres du pouvoir, de ceux qui sont le plus rétifs au code figé des classes créatives autoproclamées de nos métropoles. Voilà pourquoi cette première convention de la droite est si décisive. Je souhaiterais vraiment qu'elle soit le moment d'un retour aux sources de la seule révolution pacifique de l'histoire européenne, celle de 1989. Qu'elle soit aussi, pour ceux qui nous observent encore avec scepticisme, mais qui auront peut-être moins de mauvaise foi que Raphaël Enthoven, le moment d'une prise de conscience. Il n'y a pas d'histoire sans liberté, il n'y a pas de liberté sans nation, sans le sens d'un destin collectif. Merci.